Bonjour et bienvenue à la correction du DS numéro 4 en mathématiques pour les secondes. Regardons de suite le premier exercice qui était un QCM. Alors il fallait bien lire que ce QCM rapportait 1 point par réponse exacte, enlever 0,5 points par réponse inexacte et l'absence de réponse ne rapportait aucun point. Et le fait d'entourer plusieurs réponses, bien évidemment, la réponse est considérée comme nulle. Regardons un petit peu comment se compose ce QCM. On a une série statistique avec les valeurs du caractère et les effectifs correspondants et une série de 6 questions se rapportant à cette série statistique. Première question, l'étendue. L'étendue de cette série est égale à combien? À 4, 15, 23 ou 50. Alors nous rappelons que l'étendue de la série, c'est la valeur max de la série moins la valeur min. Ici, la valeur max, c'est 24. La valeur minimale, c'est 1. La valeur max, c'est 24. La valeur mini, c'est 1. La valeur du caractère. Donc lorsqu'on fait 24 moins 1, ça nous fait bien 23. Ensuite, la moyenne de cette série. Alors la moyenne de cette série, c'est pas compliqué, hein, c'est 1 multiplié par 3, plus 2 fois 5, plus 4 fois 15, plus 6 fois 13, plus 7 fois 10, plus 10 fois 3, plus 24 fois 1, le tout divisé par l'effectif total, et l'effectif total ici, il est de 50. Donc si je répète la formule, c'est bien cette formule-là pour la moyenne, et donc la moyenne est de 5,5. Donc la moyenne est de 5,5. La médiane de cette série. Alors la médiane, pour trouver la médiane, je rappelle comment on s'y prend. On a un effectif total de 50, donc ça veut dire qu'il y a 25 valeurs en dessous de la médiane et 25 valeurs au-dessus de la médiane. On va donc de la première à la 25e, d'accord, et pour l'autre partie de la 26e à la 50e. La médiane se situe donc au milieu des deux, donc c'est à savoir la 25e valeur plus la 26e valeur, le tout divisé par 2. Ici, comment savoir ce que vaut la 25e et la 26e valeur? Eh bien ce n'est pas compliqué, on fait ce qu'on appelle, sur le tableau précédent, d'accord, où j'ai recopié les valeurs du caractère et les valeurs des effectifs correspondants, j'ai fait une nouvelle ligne avec les effectifs cumulés croissants. Et donc lorsqu'on regarde ces effectifs cumulés croissants, on s'aperçoit que la 25e et la 26e valeur sont bien calées entre la 24e et la 36e valeur, à savoir, ces valeurs correspondent à un 6. Donc on a bien un 6 plus un 6 divisé par 2, ce qui fait que la médiane est égale à 6. Nous avons ensuite le premier quartile de cette série. Alors le premier quartile, c'est la même chose. Pour faire le premier quartile, on reprend l'effectif total, on le divise par 4. Donc 50 divisé par 4, ça nous fait 12,5. Donc 12,5, ça veut dire que le quartile numéro 1, c'est la 13e valeur de la série. Donc sur le même principe, on regarde grâce aux effectifs cumulés croissants, et on voit bien que la 13e valeur de la série, elle est comprise entre la 9e et la 23e, à savoir un 4. Ce qui veut donc dire que Q1 est égal à 4. Nous avons ensuite la fréquence de la valeur 7. Alors je rappelle que la formule de la fréquence, c'est l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total. Ici, la valeur 7, son effectif c'est 10, et l'effectif total c'est 50. Ce qui veut donc dire que la fréquence de la valeur 7, c'est 10 sur 50, à savoir 0,2. Donc les fréquences de la valeur 7, c'est 0,2. Et enfin, dans un diagramme circulaire, l'angle au centre correspondant à la valeur 4 est de combien? Alors, comme l'effectif total est de 50, eh bien les 50 représentent les 360 degrés. Donc ce qui veut dire que lorsque j'ai un effectif de 15, pourquoi de 15? Parce que je vous rappelle que l'on étudie la valeur 4, et la valeur 4, son effectif c'est de 15, et bien ce 15 représente un angle de combien? Donc il suffit juste de faire le produit en croix, et lorsqu'on fait 15 fois 360 divisé par 50, on obtient 108. Donc, ce qui veut dire que l'angle au centre qui correspond à la valeur 4 est de 108 degrés. Et l'exercice QCM était fini. Exercice suivant. Donc exercice classique sur les fonctions. On nous donne dans un repère orthonomique du plan
la représentation graphique d'une fonction f, et on nous pose des questions donc, qui sont en lien avec cette représentation graphique. Première question, donner l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors là, il est clair que la courbe s'arrête puisqu'on a bien un point qui est clairement défini, et donc ici, la courbe donc, commence en x égale moins 5, s'arrête lorsque x vaut 5, l'ensemble de définition est donc moins 5, crochet fermé, point virgule 5, crochet fermé. Donc c'est l'ensemble de définition de la fonction f, je le rappelle. Deuxième question, l'image de 2 par f, que vaut l'image de 2 par f par cette fonction? Donc je me mets à 2, et je regarde où se situe l'image. L'image est égale à 3. Ce qui veut donc dire que l'image de 2 par la fonction f est égale à 3. Question suivante. Donner le ou les antécédents de 4 par cette fonction. Donc on se place à 4, et on va regarder si la courbe, si l'on rencontre la courbe, d'accord, là on ne rencontre pas la courbe, et ici on va rencontrer la courbe en ce point. On va donc aller lire l'abscisse qui est de moins 5, ce qui veut dire que l'antécédent 4 possède un seul antécédent, et cet antécédent est moins 5. Donc on l'écrit en toutes lettres, hein, l'antécédent de 4 par la fonction f est moins 5. Il fallait ensuite dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc clairement, la fonction est d'abord décroissante, puis croissante, puis décroissante. Nous avions donc, dans ce tableau de variation, 3 flèches. Une flèche pour caractériser la décroissance de la fonction, puis après une qui monte pour caractériser la croissance, et enfin une pour caractériser la décroissance. En quel x cela se produit? Bien, on commence lorsque x vaut moins 5, on change lorsque le x vaut moins 2, donc on change lorsque le x vaut moins 2, puis ensuite la fonction est croissante, on change lorsque le x vaut 2, donc on change lorsque le x vaut 2, puis ensuite la fonction est décroissante. Et enfin pour les images, eh bien lorsque le x vaut moins 5, l'image est 4, lorsque le x vaut moins 2, l'image est de moins 1, lorsque le x vaut 2, l'image c'est 3, et lorsque le x vaut 5, l'image c'est 1. Il suffit juste de rajouter ces valeurs, et le tableau de variation est complet. Question suivante. Donner le minimum de cette fonction sur son ensemble de définitions, en précisant bien sûr la valeur de x pour laquelle ou lesquelles il est atteint. Alors, sur son ensemble de définitions, ça veut dire qu'on va de moins 5 à 5, et on regarde où est le minimum. Le minimum, clairement, il est égal à moins 1. Et il est atteint, pour la valeur de x est égal à moins 2. Donc, sur l'ensemble de définitions, le minimum de f est moins 1, et il est atteint en x égale moins 2. Question suivante. Donner le maximum de cette fonction, mais cette fois sur moins 3, 3. Donc sur moins 3, 3, ça veut dire que tous les x qui sont avant moins 3, je ne m'en occupe pas. Et tous les x qui sont après 3, je ne m'en occupe pas. Je m'intéresse simplement aux x qui vont de moins 3 à 3. Et sur cet intervalle, je veux savoir où est le maximum. Le maximum, clairement, c'est 3. Il est atteint lorsque x y vaut 2. Et bien donc on rédige la chose suivante. Sur moins 3, 3, le maximum de f est 3. Et il est atteint en x égale 2. Exercice suivant, exercice 3, très facile. On vous donne un hexagone régulier, d'accord? Ce qui signifie que chaque côté a la même longueur. Très bien. Donnez tous les vecteurs qui sont égaux au vecteur BC. Donc le vecteur BC, le voici. Clairement, les vecteurs qui sont égaux, on a le vecteur AO, le vecteur OD et le vecteur FE. Donc il fallait répondre, le vecteur BC est égal au vecteur AO, au vecteur OD et au vecteur FE. Procédons maintenant, regardons maintenant la question suivante. Il fallait donner tous les vecteurs qui étaient égaux à EO. Donc EO, voici le vecteur EO. Donc on a le vecteur DC, on a le vecteur OB et on a le vecteur FE. Donc le vecteur EO est égal au vecteur FA, au vecteur OB et au vecteur DC. Très bien.
Maintenant, il fallait donner tous les vecteurs qui étaient égaux au vecteur BF. Alors le vecteur BF, le voici. Et donc le seul vecteur égal au vecteur BF, c'est le vecteur CE. Donc le vecteur BF est égal au vecteur CE. Enfin, dernière question, il fallait donner tous les vecteurs opposés à DC. Donc tous les vecteurs opposés à DC, c'est les vecteurs qui vont dans l'autre sens, mais qui ont la même direction, la même norme. Donc ça veut dire que c'est les vecteurs qui vont de C vers D. Donc il y avait déjà le vecteur CD, plus le vecteur BO, plus le vecteur OE, plus le vecteur AF. Donc les vecteurs opposés à DC sont BO, OE et AF, et on peut rajouter le vecteur CD. Et voilà. Maintenant à l'exercice numéro 4. Donc dans un repère orthonormé du plan, on vous donnait 3 points. Le point A, le point B et le point C. Et on vous demandait de les placer. Donc là, ce n'est vraiment pas compliqué, hein. A, il a moins en abscisse et 3 en ordonnée. Moins en abscisse et 3 en ordonnée. B, c'est moins 3, 1. Et C, c'est moins 1, moins 1. Ensuite, la question suivante. Il fallait déterminer la nature du triangle ABC. Alors, pour déterminer la nature, eh bien, on va déjà d'une part remarquer que le repère, il est orthonormé. Donc on peut effectuer, et sans problème, on peut utiliser la formule de la longueur. Et donc on va s'en servir pour calculer la longueur AB, la longueur AC, la longueur BC. Donc la longueur AB, que vaut-elle? Eh bien elle vaut racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. Ce qui nous donne donc AB est égal à moins 3 moins 1, le tout au carré, plus 1 moins 3. Moins 3 moins 1, ça fait moins 3 plus 1, et moins 3 plus 1, ça fait bien moins 2 au carré. Et 1 moins 3, eh bien ça fait moins 2. Et je rappelle que c'est tout le moins 2 qui est au carré, et lorsqu'on fait tout le moins 2 au carré, eh bien ça nous donne 4. De même pour moins 2 au carré, ce qui nous fait 4 plus 4, racine de 8. On calcule AC. Donc c'est racine carrée de xc moins xa plus yc moins yk. Bien sûr à chaque fois au carré, au carré. Donc on a moins 1, moins 1, ce qui nous fait moins 1 plus 1, et moins 1 plus 1, ça fait 0. Et moins 1, moins 3, ça nous donne bien moins 4. Et moins 4 au carré, ça fait 16. Racine de 16 est égale à 4. Et on trouve que la longueur BC, en utilisant la même formule, est égale à racine carrée de 8. On peut donc remarquer de suite que la longueur AB et la longueur BC eh bien, sont égales. Donc les longueurs sont égales, et donc du coup AB est égal à BC, donc ABC est un triangle isocèle en B. De plus, eh bien nous avons AB carré plus BC carré, qui est égal à 16. Comment cela? Bien regardez, AB au carré, donc c'est racine de 8 que je mets au carré, ça me fait 8. Et BC au carré, c'est racine de 8 que je mets au carré, ce qui me donne 8. 8 plus 8, ça fait bien 16. Je peux remarquer que lorsque je mets de l'autre côté AC au carré, j'ai 4 au carré qui me fait 16. On conclut donc que la longueur AB au carré plus la longueur BC au carré, et bien tout ça c'est égal à la longueur AC au carré. Et d'après la réciproque du célèbre théorème de Pythagore, eh bien on en déduit que le triangle ABC il est rectangle en B, puisque AC représente l'hypoténuse. Nous avons donc au final un triangle ABC qui est isocèle en B et rectangle en B. Donc c'est un triangle qui est isocèle rectangle en B. Passons à la question suivante. Les points E et F sont des points tels que ces égalités vectorielles sont respectées. Il nous faut donc placer ces points dans le repère. Alors plaçons le point E. Donc le point E, il est tel que le vecteur CE est égal au vecteur BA. Donc le vecteur BA, le voici. 1, 2, 3, 4 petits carreaux, et puis 1, 2, 3, 4 petits carreaux. Et bien le vecteur CE doit être égal à ce vecteur. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le point E, normalement, est ici. Et j'ai bien le vecteur CE qui est égal au vecteur BA. Et le point E, il a pour coordonnées 1, 1. Donc ça, c'était pas utile de le mettre. Il faut aussi maintenant placer le point F.
comment est le point F? Le point F, il est tel que le vecteur FB est égal au vecteur BC. Alors le vecteur BC, le voici. Alors c'est un hasard, mais là aussi on a 1, 2, 3, 4 petits carreaux, et cette fois on descend de 4. 1, 2, 3, 4. Et moi je veux que le vecteur FB soit égal à ce vecteur. Donc le point B doit être le point d'arrivée. Donc le point de départ doit être en amont. Ce qui veut donc dire qu'il faut remonter de 1, 2, 3, 4 et repartir de 1, 2, 3, 4 pour trouver le point F. Et normalement, si je fais ça, le vecteur FB est bien égal au vecteur BC. Il fallait donc ensuite montrer que AEBF, donc AEBF, il fallait montrer que ce quadrilatère, pardon, vous excuserez mon trait de crayon, normalement ce sont des segments, hein. AEBF, il fallait montrer que ce quadrilatère était un parallélogramme. Alors pour le montrer, bon, plusieurs possibilités, nous allons en voir quelques-unes. On va avoir deux méthodes. Alors première méthode, pour montrer que AEBF est un parallélogramme, on va utiliser donc la méthode avec les calculs sur les vecteurs. Bien évidemment, à chaque fois, on va prendre une égalité vectorielle. Donc là, on part du principe qu'on va regarder que le vecteur AE est égal au vecteur FB. On pourrait prendre deux autres vecteurs. Donc le vecteur AE est égal au vecteur FB. Donc pour cela, on a bien noté que le point E il avait comme coordonnée 1, 1 et que le point F avait comme coordonnée moins 5, 3. Ceux qui ne sont pas convaincus, le point F il a pour coordonnée moins 5 en abscisse et 3 en ordonnée. Faisons la méthode avec les calculs. Donc le vecteur AE a pour coordonnée XB moins XE moins XA, pardon, excusez-moi. XE moins XA et YE moins YA. Et donc, il a pour coordonnées 1, moins, moins 1, point virgule, 1, moins 3. Ce qui veut dire que le vecteur AE a pour coordonnées 2, moins 2. Lorsqu'on fait le même calcul pour le vecteur FB, on a XB moins XF, YB moins YF, et on obtient à la fin que le vecteur FB a pour coordonnées 2 et moins 2. Du coup, les deux vecteurs sont bien égaux, et si les deux vecteurs sont bien égaux, eh bien, d'après notre cours, on a bien que AEBF est un parallélogramme. Et c'est gagné. Ça, c'était la méthode avec les calculs. Faisons maintenant une autre méthode. La méthode que vous pouviez faire également, la méthode sans calcul. Alors, nous savons dans l'énoncé que le vecteur CE est égal au vecteur BA. Le vecteur CE est égal au vecteur BA. Le vecteur CE est égal au vecteur BA. Donc ce qui veut dire que lorsque deux vecteurs sont égaux, ça nous forme un parallélogramme. Donc le quadrilatère AECB est donc un parallélogramme. AECB est donc un parallélogramme. Mais si ce quadrilatère est un parallélogramme, bah ça veut bien dire que le vecteur AE qui est ici, il est égal au vecteur BC qui est ici. Donc le vecteur AE est égal au vecteur BC. Or, l'énoncé me dit que le vecteur BC, il est aussi égal au vecteur FB. Le vecteur BC, il est aussi égal au vecteur FB. Bah, si celui-ci est égal à celui-là, et que celui-là est égal à celui-là, ce qui veut bien dire que le vecteur AE est égal au vecteur FB. Donc, le vecteur AE est égal au vecteur FB. Et lorsque les deux vecteurs sont égaux, eh bien on peut conclure que AEFB est un parallélogramme. Et donc c'était là la deuxième méthode sans calcul. Voilà. L'exercice numéro 5 est un exercice que nous avons fait lors d'un DNS et dont la correction est sur l'espace numérique de travail depuis déjà plusieurs semaines. Donc je vous invite donc à vous référer à cette correction qui a déjà été donnée depuis plusieurs semaines et je ne vais pas la refaire. Passons à l'exercice suivant, qui était le dernier exercice, l'exercice numéro 6. Donc cet exercice numéro 6, des joueurs se rassemblent pour participer à un concours de fléchettes. Et donc il y a le joueur 1, 2, 3, 4 et 5. Et chacun a effectué 8 lancers. On vous demandait donc, en justifiant votre réponse, de compléter pour chaque joueur la donnée manquante.
À savoir pour le jour 1, il fallait compléter sa moyenne, le jour 2 sa médiane, le jour 3 le quartile 1 et le jour 4 son étendue. Bon, alors pour le jour 1, la moyenne du jour 1. Bien que comment procède-t-on? On prend tous les scores, d'accord, qu'il a obtenus lors de ces 8 lancers, et on divise le total par 8. Donc on additionne tous ces scores et on divise par 8. On obtient 19,125. Donc ça c'est vraiment très très facile. Ensuite, pour la médiane, pour le joueur numéro 2. Eh bien, la médiane, c'est quoi la médiane? C'est la valeur qui sépare, d'accord, l'effectif total, de telle manière à ce qu'on a autant de valeurs de la série en dessous ou égale à cette médiane, et on a autant de valeurs au-dessus ou égale à cette médiane. Donc là, clairement, l'effectif est en paire. On a donc 4 valeurs en dessous, 4 valeurs au-dessus. La médiane est entre les deux, à savoir que la médiane, c'est la 4e valeur plus la 5e valeur divisée par 2. Le problème dans cet exercice, c'est que les valeurs ne sont pas forcément données dans l'ordre croissant. Donc il fallait d'abord mettre les valeurs du joueur numéro 2 dans l'ordre croissant, et après en déduire le rang 4 et le rang 5 pour connaître et pouvoir calculer la médiane. Donc lorsqu'on range les valeurs dans l'ordre croissant, on a d'abord le 10, 14, 15, 16, 17, 22, 28, 28. Si vous regardez le joueur numéro 2, sa plus petite valeur, eh bien c'est 10. Ensuite c'est 14, puis 15, puis 16, puis 17 et ainsi de suite. En rangeant ça dans l'ordre croissant, vous avez que sa première valeur c'est le 10, la deuxième c'est le 14, la troisième c'est le 15, la quatrième c'est le 16, la cinquième c'est le 17, et donc on peut savoir que la quatrième valeur c'est le 16, la cinquième valeur c'est le 17, et on en déduit que la médiane est de 16,5. Le joueur numéro 3, il fallait calculer son quartile numéro 1. Alors pour calculer son quartile numéro 1, on fait l'effectif total, donc comme il y a eu 8 lancers, il y a eu 8 scores, divisé par 4, ça nous donne 2. Donc le Q1 c'est la deuxième valeur. Mais encore attention, c'est la même chose. Il fallait d'abord ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Donc le joueur numéro 3, si je prends toutes ces valeurs, je les range dans l'ordre croissant, on a bien que la plus petite c'est 14 et la deuxième c'est 15. Donc ce qui veut dire que la deuxième valeur ici c'est 15. Et donc Q1 est égal à 15. Puis enfin l'étendue du joueur numéro 4. Alors le joueur numéro 4, son étendue, c'est la valeur max moins la valeur min. La valeur max c'est 31 et la valeur min c'est 12. Donc on faisait 31 moins 12, ce qui faisait 19 pour l'étendue. Maintenant la question suivante. Sachant que la moyenne du joueur numéro 5 est de 18,75, on vous demande de retrouver le score que le joueur numéro 5 a obtenu lors de son dernier lancer. Et pour ça, on vous disait, petite indication, vous appelez x le score du 8e lancer. Donc si je l'appelle x, et bien si je fais la moyenne, je vais donc faire ça, plus 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 x, le tout divisé par 8. Et je sais que cette somme, divisée par 8, eh bien elle est égale à 18,75. Donc si je traduis ça, j'ai bien la somme, plus x, le tout divisé par 8, qui est égal à 18,75. En faisant le calcul donc de tous les nombres entiers, eh bien on obtient 131 plus x divisé par 8 est égal à 18,75. Du coup le 8 je le passe de l'autre côté. Il nous reste que 131 plus x est égal à 18,75 fois 8, ce qui nous donne 150. Et donc en isolant le x, eh bien j'ai bien x est égal à 150 moins 131, ce qui me donne x égal à 19. Donc le joueur 1 a réussi un score de 19 à son 8e lancer. Et donc à son 8e lancer, il a eu un score de 19. Maintenant, pour savoir si un joueur est admis ou non, d'accord, selon les règles suivantes. Donc il fallait prendre les règles une par une. Alors, voici le résultat. Donc si je regarde la règle numéro 1, enfin la règle A, on me dit un joueur est qualifié si l'écart entre son plus petit score et son plus grand score est supérieur à 20. Donc là clairement l'écart entre le plus petit et le plus grand et le plus petit score, ça s'appelle l'étendue.
Donc si l'étendue est supérieure à 20, le joueur est qualifié. Donc il fallait dire que si l'étendue était supérieure à 20, le joueur est qualifié. En regardant les étendues de chaque joueur, 13, 18, 7, 19, 22, il n'y a que le joueur 5 qui est qualifié. Donc avec la règle numéro A, eh bien, il n'y a que le joueur 5 qui est qualifié. Avec la règle B, un joueur est qualifié si sa moyenne est supérieure à 19. Donc en regardant effectivement la moyenne, il y a le joueur 1 et le joueur 4. Donc il fallait dire, avec la règle B, eh bien si la moyenne elle est supérieure à 19, le joueur est qualifié. Donc j'utilise la moyenne, et j'ai que les joueurs 1 et 4 sont qualifiés. La règle, si au moins 75% de ces scores sont supérieurs ou égaux à 16. Moi je veux 75% de tous les scores doivent être supérieurs ou égaux à une certaine valeur. Et bien ça représente Q1. D'accord? Parce que Q1 c'est bien une valeur donnée, et c'est une frontière où au-delà de cette valeur, on retrouve 75% de tous les scores. Et donc ici, le Q1 doit être égal à 16, supérieur ou égal à 16, pardon. Et donc les joueurs 1 et 5 sont qualifiés, parce que les joueurs 1 et 5 ont un quartile 1 qui est supérieur ou égal à 16. Et enfin, avec la règle D, un joueur est qualifié si au moins 50% de ses scores sont supérieurs ou égaux à 18. Là, clairement, il faut utiliser la médiane. Et donc, ceux qui ont une médiane supérieure ou égale à 18, ce sont les joueurs 1, 3 et 5. Donc le joueur 1, 3 et 5. Et le DS était fini.